Vous avez déjà dû entendre ce son au moins une fois dans votre vie. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, on est à Los Angeles. Los Angeles. Comme dirait le lieutenant Colombo. C'est la ville d'origine de Cypress Hill, mais c'est pas leur musique qui m'intéresse. C'est plutôt tout ce qu'ils ont fait pour populariser, démocratiser l'usage récréatif évidemment, mais aussi et surtout médical du... Je peux pas le dire, on est sur YouTube, de la salade. Vous m'avez compris. Vous avez Beryl, le leader du groupe, qui est même allé jusqu'à créer une bière, la salade, avec la brasserie Sweetwater d'Atlanta. Eux, ils avaient déjà développé du houblon capable d'imiter l'odeur et les saveurs de la salade. Alors, notamment la souche G13, qui a donné la 420 Strain G13 IPA, de son petit nom. En fait, comme la salade, le houblon, il fait partie de la famille des cannabacées. Donc les deux plantes ont beaucoup de points communs, et c'est même possible de créer des hybridations, pour ceux qui ont envie de jouer aux apprentis sorciers de la défonce. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais de manière générale, il y en a une qui sait bien faire des trucs qu'on veut pour fumer et une qui sait bien faire des trucs qu'on veut pour brasser. Vu que Los Angeles est situé sur la côte ouest, on utilise notamment la deuxième pour faire des West Coast IPA. Donc vous avez deviné, aujourd'hui, je vais vous parler du houblon. Parce que comme je l'ai découvert en faisant un micro-trottoir au Hellfest, tout le monde sait qu'il faut du houblon pour faire de la bière, mais quasiment personne ne sait vraiment à quoi ça sert, ni même à quoi ça ressemble. C'est ce qui donne ce goût de merde à la IPA, non? Vous pourriez avoir un houblon dans votre famille, vos amis, vos proches, sans le savoir. Pour mettre tout le monde d'accord, le houblon, c'est ce qui va donner de l'amertume, des arômes à la bière et il participe à sa conservation en la protégeant. Mais ça, c'est que le sommet de l'iceberg. 8 ans pour enfin parler du houblon sur la chaîne, ça se fête. Alors pour l'occasion, pour marquer le coup, je vais vous ramener dans un endroit que très peu ont la chance de pouvoir visiter. Un endroit paradisiaque, de l'or vert à perte de vue, la source de presque toutes les variétés que vous retrouvez à la fin dans vos pintes, la grande vallée houblonnée de Yakima. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur le houblon, tout ce que vous vouliez savoir et tout ce que vous ne saviez pas que vous vouliez savoir. Lequel a réussi à péter le record d'amertume? C'est quoi le hop burn, le hop creep, le skunk? Yakima, vu leur nom, tout le monde croit qu'ils sont au Japon, mais non, ils sont au fin fond de l'Oregon. Du coup, je vais profiter du trajet pour vous expliquer tout ça. Mais avant... Merci à Swinkels de sponsoriser cette vidéo. Swinkels, c'est une famille qui possède quelques brasseries sympas comme Rodenbach. Et il y a pas longtemps, ils ont sorti une nouvelle bière, la Fruitage. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. En fait, c'est une brasserie légendaire qui fait les fameuses Red Ales des Flandres. En gros, ils ont 300 immenses foudres et ils font des assemblages de bières jeunes et de bières vieillies, maturées plus ou moins longtemps dans ces foudres. Et en jouant sur les proportions dans ces assemblages, en fait, ça va donner des bières complètement différentes entre douceur et acidité. Pour la Fruitage, elle est brassée avec de la bière brune jeune plutôt sucrée, une petite proportion de bière vieillie en foudre et des cerises griottes pour une légère touche d'acidité et de fruits. L'originalité de cette bière, c'est aussi la façon de la servir parce que vous pouvez vous la jouer cocktail. En fait, vous aurez juste à rajouter un glaçon, de la menthe et un citron et ça va donner une bière très rafraîchissante. Et puis en plus, elle est pas trop forte. Donc franchement, si l'amertume c'est pas votre came et que vous voulez essayer de nouveaux styles ou de nouvelles façons de consommer de la bière, la Fruitage, ça peut être une petite porte d'entrée vers de belles découvertes. Sur ce, on a un peu de route. En fait, pour tout vous dire, cette vidéo, je l'ai recommencée plusieurs fois parce que le houblon, c'est tellement un sujet important que je voulais faire un truc incroyable. Je me suis mis la pression comme un dingue et à la fin, je ressemblais plus à un prof de SVT qui fait son truc tout seul dans son coin, c'était un peu creepy. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses à découvrir dessus. Par exemple, le plus important, le plus urgent à savoir, c'est que le houblon, c'est bon pour les poules. Oui bah, un peu d'entrain, hein? Il y a une étude du Journal of Antimicrobial Chemotherapy qui a démontré que la lupuline, la petite poudre jaune qu'il y a dans les cônes, c'est une excellente alternative aux antibiotiques pour dégager les bactéries reloues qui se baladent dans leur estomac. Sachez-le. C'était vraiment très intéressant. Alors, rapidement, pour ceux qui savent pas, c'est une liane qui pousse très haut et on cherche à récupérer les cônes femelles qui ressemblent à des mini artichauts. D'ailleurs, j'ai jamais su si cette lampica était un houblon ou un artichaut. Et planqué sous les feuilles, là, on a une petite poudre jaune, de l'or jaune, qu'on appelle la lupuline. Très important, ça. Et quand on sait tout ce qu'il y a là-dedans, il suffit de regarder pour
se perdre dans l'infini. Ok, mais pourquoi est-ce que cette petite poudre s'appelle la lupuline? Eh ben c'est grâce à ce bon vieux Pline l'Ancien qui aimait bien se balader et prendre des notes sur tout ce qu'il voyait. Grâce à lui, on sait que les Romains le surnommaient le petit loup ou le loup du Saule à cause de sa façon de s'accrocher aux branches et de tirer les arbres vers le bas comme un loup qui traîne sa proie. Si on l'avait découvert aujourd'hui, on l'aurait sûrement appelé l'Ursaf. Bref, il a appelé Humulus lupulus et Lupulus lupuline. En vrai, ça me peine, mais dans l'Antiquité, ils en avaient un peu rien à foutre du houblon. Ils le bouffaient juste comme une sorte d'asperge quand les premiers jets commençaient à pousser, et ça allait pas plus loin. Chez les Grecs, alors déjà la bière était pas vraiment appréciée de base, mais Aristote vient en rajouter une couche en disant que le houblon est naturellement désagréable à cause de son amertume. Ah ouais, c'est un goût qui plaît pas à tout le monde. Faut dire que tout ce qui est amer dans la nature, à la base, c'est censé nous alerter d'un potentiel danger. Par contre, dans les pays nordiques où la culture de la bière et donc du houblon était beaucoup plus présente, c'était différent. Par exemple, les filles qui voulaient avoir des cheveux longs, beaux et soyeux, elles enterraient une mèche près d'un plant, parce que le houblon ça pousse très vite et très haut, et du coup il y avait une sorte de superstition autour de ça pour avoir de longs et beaux cheveux. On raconte que Philippe Etchebest a fait pareil, mais dans un champ de patates. Alors, petite parenthèse, j'étais en train de monter la vidéo et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous raconte cette incroyable histoire. En fait, est-ce que vous pourriez me dire quelles étaient les chances que, juste après avoir tourné au fin fond des États-Unis cette petite vanne sur Philippe Etchebest, le lendemain, complètement par hasard, je tombe sur lui? Quelles étaient les chances? Voilà, c'est tout. Fin de la parenthèse, on repart sur le houblon. Faudra attendre la célèbre Hildegard de Bingen au XIIe siècle qui va écrire le Liber de Plantis. C'est un gros livre où elle recueille tout ce qu'elle peut comme connaissance sur les plantes, et qui on retrouve, page 61, des hopos, le houblon. Bon, pareil, hein, elle dit que la plante est pas très intéressante, qu'elle peut provoquer de la tristesse, de la mélancolie, des troubles digestifs même. Mais ce qui va faire la diff, une grosse diff, c'est qu'elle précise que si on le fait bouillir, l'amertume du houblon préserve les boissons de certaines putréfactions et leur permet de se conserver plus longtemps. En gros, il y a plusieurs siècles, et par simple observation, elle avait capté les propriétés bactériostatiques et antioxydantes qui apparaissent lors de l'étape d'isomérisation, pendant l'ébullition. Et ça c'est fou, c'est en grande partie grâce à elle que le houblon va être utilisé, et ça va tout changer parce que maintenant la bière se conserve, elle peut s'exporter. Entre Pépin le Bref qui voulait des houblonnières dans ses jardins et son fils Charlemagne qui confie le brassage aux moines, vous avez tous les voyants au vert pour que la bière, grâce au houblon, soit propulsée sur l'autoroute du succès. Par exemple, au Moyen-Âge, pour les médecins de l'école de Salerne, la bière c'était un truc pourri, dégueulasse, qui était fait avec des grains corrompus. Ils voyaient ça comme un truc mauvais pour la digestion et avec des effets sournois sur l'esprit. Mais ils vont considérer que le houblon va la purifier. En rajouter, ça permettra de changer la nature de la bière, de la transformer en quelque chose qui pourra purifier, toujours selon ces médecins, le sang et l'esprit de tout ce qui est mauvais. Par exemple, c'était l'ingrédient principal de recettes censées calmer les organes sexuels masculins un peu trop sensibles. On conseillait des bains de houblon pour limiter les symptômes de la ménopause, comme les bouffées de chaleur. Il y a aussi des remèdes de grand-mère pour en mettre un peu sous l'oreiller pour aider à dormir. Et vu les études sur le houblon et le sommeil qu'on voit popper aujourd'hui, je peux vous dire que les grand-mères, elles avaient du flair. Après, il y avait des jamais contents, comme Andrew Bourde, un médecin gallois de la période Tudor, qui jurait que la bière houblonnée faisait grossir et enfler le ventre. Donc lui, il était en avance sur le bid à bière, mais comme je vous le disais dans la vidéo sur le sujet, il s'est bien planté. Ce qui est sûr, c'est que le houblon a un effet calmant. Et il y a une expression alsacienne qui résume ça très bien. La bière me rend paresseux, mais l'eau me rend grincheux. En fait, aujourd'hui, le houblon, il est devenu indissociable de la bière. Il fait même partie de sa définition. Depuis le décret numéro 92-307 du 31 mars 1992, une boisson sans houblon ne peut pas être juridiquement considérée comme une bière, en tout cas en France. Et vous vous doutez bien que si le houblon est devenu aussi important, c'est pas pour rien. Donc il est temps de vous montrer ce qu'il a sous le capot. Brasser de la bière, c'est comme regarder une fractale. Plus on s'intéresse aux détails, plus on se perd dans l'infini. Et vous savez qu'il y a dans les détails le diable. Et ce gros fils, il vous attend avec un manuel de microbio. Vous avez déjà essayé de résumer les 12 000 épisodes des Feux de l'amour en 5 minutes ? Bah là c'est un peu pareil. Le houblon dans la bière c'est tellement colossal que ce que je vais vous raconter là c'est l'équivalent d'une bande-annonce. Même pas. D'un teaser. Le houblon c'est une plante, oui, mais avec plusieurs variétés, plus de 300, et elles ont toutes des stades différentes pour des utilisations différentes. C'est comme si vous étiez dans Mario Kart, mais à la place de vitesse, boost et adhérence, vous aviez acide, huiles essentielles et terpènes. En fait, ça va dépendre de la variété que vous allez utiliser et de comment, enfin, quand je dis comment, c'est surtout du moment où vous allez l'utiliser. Il y a plusieurs étapes à suivre quand on brasse une bière et l'une d'elles c'est l'ébullition. Donc quand on balance du houblon dans de l'eau bouillante, déjà c'est franchement pas sympa. Mais il se passe vraiment beaucoup de choses et là, ce qui nous intéresse c'est un gros mot,
c'est l'isomérisation. En gros, bon, les huiles essentielles et leurs bons arômes se barrent avec l'évaporation, mais les acides alpha, ils restent et ils aiment ça. Un peu comme un œuf sur le feu ou un gremlin qui mange après minuit, ils vont changer de structure et révéler leur plein potentiel. Un houblon, sous l'effet de l'ébullition, c'est comme un Goku sous l'effet de la colère. Il devient plus puissant. Dans le cas du houblon, les acides vont changer de structure et ça va leur donner des propriétés bonus. Amérisantes, antiseptiques, antioxydantes. Donc l'ébullition, c'est la première étape où on balance du houblon et elle est très importante. Pour la petite info, il faut savoir que l'amertume des acides alpha va se dégrader et petit à petit laisser place à celle des acides bêta qui réagissent pas pareil à l'isomérisation. Donc l'amertume d'une bière, elle va évoluer dans le temps. C'est pour ça qu'il faut mieux consommer vite vos bières houblonnées. Et encore, je vous parle même pas des arômes qui sont présents dans les huiles et qui sont très fragiles et volatiles. En fait, l'amertume, c'est pas juste oh bah c'est amer. Non, c'est beaucoup plus deep et compliqué que ça. Vous avez l'amertume initiale, l'amertume finale, l'amertume aromatique, l'amertume ressentie, elle peut être franche, traînante. En fait, comme chaque houblon a ses propres stats et que chaque personne a son propre palais, avec un seuil de tolérance qui lui est propre, bah ça varie beaucoup. Avec le sucré, le salé, c'est une des 5 saveurs et on a des récepteurs à l'amertume un peu partout. Ça s'appelle les récepteurs T2R pour les curieux. On en a sur la langue évidemment, mais aussi dans le cœur ou les intestins et même les poumons. Le contexte joue énormément aussi parce que par exemple une bière servie très fraîche vous paraîtra moins amère alors que la même bière, votre pote qui est parti faire la queue pour pisser pendant 15 minutes, quand il reviendra, elle va lui sembler beaucoup plus amère. Bon, peut-être pas beaucoup plus amère, mais plus amer en tout cas. À la base, l'amertume, c'est juste le fruit de l'évolution. Les plantes ont développé des défenses gustatives pour pas se faire bouffer ou contaminer, et nous des récepteurs pour pas s'empoisonner. Aujourd'hui, à part râler sur les salades d'endives, ça sert presque plus à rien. C'est juste devenu un vieux réflexe. Bah oui, sinon personne irait s'enfiler des IPA. Ceci dit, il y a une autre chose à savoir à propos de l'amertume. Il y a une étude de l'université d'Innsbruck qui affirme que les personnes ayant une attirance prononcée pour l'amertume étaient plus propices à présenter des signes de machiavélisme, de psychopathie ou même de narcissisme. Donc oui, si vous aimez vraiment très fort les IPA, il y a des chances pour que vous soyez un pervers narcissique ou un psychopathe. D'ailleurs, en parlant des IPA, l'amertume, c'est bien, hein, mais c'est aussi une question de mode. Tout au long de l'histoire, vous avez eu des périodes où l'amertume c'était cool, comme avec le gin ou la suze, et des fois c'était plutôt has-been et pas au goût du jour. Amis belges, vous êtes bien mis à sucrer vos criques après le passage des Américains buveurs de coca. Si je vous dis ça, c'est pas pour faire des tartines de culture, hein, c'est parce que ça a eu des répercussions sur le houblon. C'est le sujet de la vidéo, au cas où vous ayez oublié. En France, par exemple, il y a eu toute une période où l'amertume n'était pas appréciée plus que ça, et du coup, les industriels ne voyaient pas vraiment d'intérêt à la mettre en avant. Dans les années 70, des variétés de houblon comme le Comet et le Cascade ont été abandonnées, alors qu'aujourd'hui, c'est de la bombe grâce aux brasseries craft qui ont remis ça au goût du jour. J'ai failli oublier aussi, mais l'amertume, ça peut se mesurer. On appelle ça les IBU, International Bitterness Unit. C'est un peu l'équivalent de l'échelle de Scoville, mais pour l'amertume. À ce que je sache, il n'y a pas de limite, mais quand vos lèvres commencent à se retrousser sur elles-mêmes, c'est que vos papilles ont déjà fait du hors-piste. Le seuil de saturation maximum pour le palais humain, il me semble que c'est autour de 120 IBU, mais les machines peuvent aller beaucoup plus loin. Pas pour leur propre plaisir, hein, c'est pour le mesurer. Par exemple, elles ont enregistré un record à 2600 IBU pour la Fucks Up Your Shit de Carbon Smith. Voilà, donc retenez que le houblon pendant l'ébullition, c'est pour l'amertume et la protection qu'on va voir un petit peu après. Mais qui dit ébullition dit aussi évaporation, avec toutes les huiles essentielles et leurs bons arômes qui se barrent. Mais ces arômes, on les veut pas dans le ciel, on les veut dans notre bière. Donc pour ça, il faut les mettre à un autre moment. La première possibilité, c'est de les balancer tout à la fin de l'ébullition sur les 10 dernières minutes quand on redescend la température autour des 80 degrés. On appelle ça un upstand et en fait, comme en 10 minutes, le houblon n'a pas vraiment le temps de bien s'isomériser, il y a moins d'amertume et comme les huiles n'ont pas vraiment le temps de bien s'évaporer, enfin de s'évaporer tout court, il reste plus d'arôme. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le dry hop, le houblonnage accru en français. J'ai fait les guillemets. Vous savez, c'est ce moment qu'on voit au ralenti, là, sur toutes les vidéos de brassage qui fait croire que c'est ça, de brasser une bière, alors qu'en fait, ça représente juste 2 minutes sur toute la journée. Donc le dry hop, c'est très simple, vous allez juste faire tremper votre houblon dans la bière froide après qu'elle est fermentée et juste avant de la mettre en bouteille ou en canette. C'est exactement comme une infusion à froid. Mais comment ça se fait que juste faire tremper du houblon dans de la bière, ça puisse transmettre autant de putain d'arômes différents? Boisé, ananas, mangue, pain, poivré, épicé, noix de coco, trottoir de Pigalle, rosé des Highlands, c'est quoi qui définit ça? Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de variétés de houblons différentes. Si vous voulez passer pour un érudit, vous pouvez aussi dire des cultivars. Selon leur origine, là où ils poussent ou grâce au domptage botanique humain, ils vont développer des substances qu'on appelle les terpènes. Et ces terpènes, on les retrouve aussi dans plein d'autres plantes. Pensez à une forêt de sapins, de pins, de conifères. Ils ont une odeur particulière, vous savez, résineuse, presque épicée à leur façon. Et ben c'est parce qu'ils contiennent un terpène spécial, le pinène. Et dans pinène, il y a
plein de bonnes choses. Abonnez-vous. Et le truc, c'est que vous avez des variétés de houblon qui ont aussi du pinène. Et donc, quand vous infusez leurs huiles dans votre bière, elle aura des arômes de résine de pin, de pinène. Mais à aucun moment, vous avez mis du sapin dedans. Une bière à l'ananas, eh ben, elle ne sera pas forcément brassée avec de l'ananas, mais avec du houblon qui a les mêmes substances aromatiques, les mêmes terpènes qu'on retrouve dans l'ananas. Mais rien ne vous empêche de cumuler les deux pour encore plus d'arômes et de plaisir. Pour finir sur les arômes, c'est bien, on adore ça, hein, les grosses n'est pas bien juicy, là on se régale, mais il faut faire attention à 3 choses. Le hop burn, le hop creep et le skunk. Le hop burn, c'est une sensation de brûlure, de chauffe, là, de grosse astringence amère quand vous buvez des bières trop houblonnées. Ça vous donne un peu l'impression d'avoir sucé un sachet de thé, quoi. Le hop creep, c'est quand vous balancez du houblon pour ses arômes, mais comme il n'y a pas que des huiles dedans, vous risquez de provoquer un tas de réactions en chaîne comme une refermentation qui n'est pas prévue et tout ce que ça peut impliquer. Et le skunk, qu'on appelle aussi le light struck, c'est si jamais vous ne protégez pas votre bière du soleil, en quelques secondes, il va y avoir une réaction de photo-oxydation avec l'isohumulone qui va créer du MBT. Et ça pue la merde. Son nom complet à ce truc, c'est 3-méthyl-2-butane-thiol et c'est un composé qui pue la moufette. Skunk en anglais. C'est notamment pour ça qu'on utilise majoritairement des bouteilles marron pour conserver la bière parce que c'est la couleur qui bloque le maximum d'UV, comparé aux bouteilles vertes par exemple d'une marque que je ne citerai pas. Et en parlant de protection, j'avance encore un petit peu et on voit ça. Alors, le houblon, il se protège lui-même, comme les autres plantes en fait, grâce aux tanins qu'on appelle les polyphénols depuis les années 80. Mais là, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il va protéger la bière grâce à ses propriétés, notamment antibactériennes et antioxydantes, qu'on utilise aussi d'ailleurs en médecine, hein, médecine douce, médecine dure. Petite mimole, comment ça se passe? Pour une fois, je vais être rapide. Le houblon dans la bière, il va donner un avantage aux levures en ralentissant le développement des indésirables, comme les bactéries qui pourraient donner un goût aigre ou acide. On dit que c'est un bactériostatique. Mais il y a aussi des styles de bière qui s'en foutent complètement de son amertume et de ses arômes et qui veulent l'utiliser uniquement pour son rôle protecteur. Comme les lambics belges par exemple, ils vont utiliser du houblon qu'on appelle suranné, donc tout vieux, tout pourri, tout jauni, là, qui aurait dû finir dans un pot pourri. Un pot pourri. Et pour son rôle d'antioxydant, alors, antioxydant, c'est un truc qu'on entend vraiment tout le temps. Comment ça marche? Eh bien, ça protège les autres substances de l'oxydation. Oui, merci, mais en fonctionnant comme un bouclier absorbant. Le plus connu des antioxydants, c'est l'acide ascorbique, la vitamine C, qui fonctionne comme un tank dans un MMO. Il taunt, il prend l'aggro de l'oxygène, qui va plutôt l'oxyder lui que le reste. Bon, bah maintenant vous avez une bonne base de connaissances sur le houblon, je pense même qu'on peut dire que vous êtes des connaisseurs. Juste derrière moi, là, il y a des grands séquoias, et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se rapproche très très fort de l'Oregon. Et en Oregon, qu'est-ce qu'il y a? Yakima Chifops. Bon, il me reste encore 6-7 heures de route, donc c'est pas tout à fait gagné, mais dans la prochaine vidéo, du coup, je vais vous ramener là-bas et vous faire découvrir comment est-ce qu'ils cultivent, comment est-ce qu'ils récoltent, qu'est-ce qu'ils font du houblon, toutes les nouvelles formules qu'ils font, les cryos, les houblons liquides, comment ça marche. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon!